Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est joué? Est-ce que le woke a gagné? Est-ce que la cancel culture a gagné? Est-ce que, au fond, on ne peut plus dire un certain nombre de choses sans se faire traiter, allez, au mieux de siéger à droite d'Adolf Hitler et au pire d'être véritablement une espèce de, mais même pas de réactionnaire, de sulfureux saboteur des valeurs de la République? Ben non, c'est plus compliqué que ça, mais il y a quelqu'un qui vient d'écrire et d'ajouter et de doubler son livre. Un livre, Jean Sévilla, bonjour. Vous aviez écrit, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, Le terrorisme intellectuel. Entre autres livres, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et intéressants. Et là, vous avez, en utilisant la première partie du titre d'un livre fameux de Simon Leys, Les habits neufs du terrorisme intellectuel. Alors, ces habits neufs, on va en parler, mais peut-être rappelons cela en 2 mots, si j'ai bien lu votre livre. Il y a eu depuis, allez, on peut dire 50 ou 60 ans même, peut-être 80, aujourd'hui on a fêté les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, et on sait qu'il y a eu le parti des fusillés, le parti des... est-ce que ça ne date pas de ça, d'ailleurs, le parti des résistants, de ceux qui ont vécu le nazisme, et le parti de ceux qui ont collaboré, pour faire très schématique, et puis cette espèce de chose qui a duré, où vous racontez très bien dans la première partie de votre livre, que, effectivement, quiconque osait accuser l'URSS, le pays qui a vaincu les Allemands, l'un des pays qui a vaincu les Allemands, d'avoir des camps de travail, on était vraiment marqué au sceau de l'infamie. Et puis vous avez continué votre livre, vous avez écrit c'est un nouveau livre qui contient en première partie ce que vous avez déjà écrit, mais en seconde partie totalement inédit, c'est plus de la moitié du livre, où vous racontez ce qui s'est passé depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, donc 25 ans de combat ou de terrorisme. Oui, alors le terrorisme intellectuel, c'est un système, en effet, que vous venez de le rappeler, merci André Berkov, qui s'est mis en place après la guerre, au moment où le Parti communiste avait une position hégémonique dans le monde intellectuel, et où il y a eu une sorte d'opération de manipulation des esprits, du fait que le communisme avait vaincu, l'URSS avait vaincu l'Allemagne nazie, ce qui en soi était une bonne chose évidemment, bien on a mis l'URSS dans le camp du bien. Et donc le communisme est dans le camp du bien, et donc le Parti communiste, en France notamment, s'est mis lui-même dans le camp du bien. Alors une première opération de manipulation des esprits, parce que Dieu sait si les crimes du nazisme ont été horribles, et Dieu sait s'il fallait vaincre le système nazi, mais enfin malheureusement le système stalinien ne valait guère mieux, et a lui-même commis ses propres crimes sur lesquels on ne s'est guère étendu, et encore aujourd'hui ça ne s'est pas étendu. Donc cette opération... Enfin, il y a eu Solzhenitsyn et compagnie. Oui, mais Solzhenitsyn qui a été mal accueilli à gauche, je vous le rappelle, hein, c'est-à-dire, et qui encore aujourd'hui pas très lu. Hein, il y a comme une sorte de surmémorisation des crimes nazis, ce qui est normal, mais de sous-mémorisation des crimes communistes. Enfin, ce système s'est mis en place après la guerre et s'est perpétué. Alors, avec une idéologie qui a changé, c'est-à-dire le monde intellectuel, le monde médiatique, le monde de la culture, le monde de la recherche scientifique, le monde associatif, globalement, sociologiquement, en France, penche à gauche. Alors, sur un plan, je dirais, des opinions personnelles de ces citoyens français que sont les chercheurs aujourd'hui, ils ont bien le droit d'avoir leurs opinions. Bien sûr. Comme ils veulent. Mais quand toute une profession, enfin on a pas mal d'études qui montrent que 70 à 80% des journalistes votent à gauche, là encore une fois c'est leur droit à titre personnel, enfin, cette orientation aussi massive ne peut pas avoir d'incidence sur la façon dont l'information est globalement traitée en France. Donc il y a un système qui s'est mis en place après la guerre et qui s'est perpétué. Alors avec une idéologie dominante qui a changé. Après-guerre c'était le stalinisme, on n'y en est plus là. Dans les années 60 c'était le tiers-mondisme, on adorait Fidel Castro, Mao, Ho Chi Minh. Ensuite, ça a été la pensée 68. Ensuite, dans les années 80, c'était l'antiracisme, l'antifascisme. Dans les années 90, c'était le droit de l'homisme. On croyait à la mondialisation heureuse, etc. Donc, toute l'idéologie dominante a changé. C'est ce que j'ai raconté dans la première édition de mon livre paru en 2000. Mais enfin, le système s'est maintenu, à savoir qu'un petit milieu, essentiellement parisien, qui se trouve au confluent de la politique et du monde médiatique, se donne le droit de décerner des bons points aux
des mauvais points, de dire ce qu'il faut dire ou ne pas dire, de dire comment il faut voter, et il y a une sorte de décalage entre ce milieu et l'opinion. L'opinion, d'ailleurs, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est évidemment le terrorisme intellectuel est massivement, je dirais, orienté à gauche parce que en France, pour des raisons sociologiques et historiques, comme je le disais tout à l'heure, le monde intellectuel est orienté à gauche. Mais enfin, il y a y compris des gens de gauche qui trouvent que les intellectuels eux-mêmes ne traitent pas bien la réalité. Sur un sujet, par exemple, un grand débat de société qui est la question migratoire, la question des migrations, quand on fait des études, on s'aperçoit que 70% au moins des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, mais on s'aperçoit que cette opinion est partagée, elle est massivement partagée à droite, mais elle est aussi majoritairement partagée à gauche, pas à l'extrême gauche, mais enfin 51% ou 52% des électeurs socialistes le pensent aussi. Alors justement, Jean Sévillia, je voudrais... il y a quelque chose qui court, c'est pas le non-dit, mais que j'ai trouvé en ligne rouge et qui serait peut-être l'objet d'un autre livre. Mais pourquoi, justement, sur tous ces sujets, vous avez énuméré décennie par décennie, vous racontez dans votre livre tous ces sujets où effectivement la doxa vient de la gauche, en tout cas ce qu'on appelle le progressisme. Mais pourquoi, et je voudrais avoir votre avis, parce que vous n'êtes visiblement pas de ce camp ultra-progressiste, qu'est-ce qui fait que la droite a été sidérée à ce point ? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a quand même quelque chose, on dirait que la droite, c'est un fakir qui regarde le cobra et qui est totalement paralysé, à part, encore une fois, quelques-uns, on connaît les exceptions qui confirment la règle, glorieuses exceptions ou talentueuses exceptions, mais quand même, il y a quelque chose qui a été encore, jusqu'à aujourd'hui, je parle de la France, quelque chose qui est, alors que politiquement, la droite gagnait les élections, la droite remportait les municipalités, la présidence de la République, le Sénat, la Chambre, l'Assemblée nationale, mais intellectuellement, mais pas seulement médiatiquement, qu'est-ce qui faisait quand même qu'il y avait une droite, je dirais, oui, en état de sidération, c'est en état de défense. Ah non, non, je vous assure, je suis pas réactionnaire, je suis pas fasciste, non, non, je vous assure. Comment vous expliquez cela ? Je l'explique parce que je viens de décrire, il y a une sorte de complexe de droite qui s'est instauré après la guerre, où la gauche c'est le camp du bien, la droite c'est le camp du mal, schématiquement. Alors il y avait tout l'arrière-plan de Vichy, la collaboration, où la droite a été nombreuse, mais on a gommé le fait qu'il y avait aussi des collaborateurs qui venaient de gauche, qu'il y avait aussi des résistants qui venaient de la droite, et même de la droite de la droite, enfin bon, tout ça on a simplifié. Enfin, il y a un complexe qui s'est instauré, et puis la gauche des années 60, la gauche de la 5e République, du temps du gaullisme triomphant, au fond, on ne s'intéressait pas beaucoup au camp des idées. Il y avait les intellectuels, il y avait Malraux, bien sûr, il y avait Raymond Aron, mais enfin, schématiquement, la droite était gestionnaire, elle s'occupait d'économie, elle s'occupait de géopolitique, mais enfin, elle pensait que la culture, au fond, on abandonnait ça à la gauche, ça n'avait pas grande importance. Et en fait, on a abandonné tout ce qui façonne les mentalités à des réseaux qui sont des réseaux progressistes et qui ont infusé cette mentalité, et ce qui fait que la droite est complexée. On est dans un système culturel où le paradigme c'est il est bien d'être de gauche, il est mal d'être de droite, il est acceptable d'être d'extrême gauche, c'est un péché de jeunesse, et en revanche d'être d'extrême droite, c'est un péché impardonnable, on ne sera jamais pardonné. Voilà. Donc on est dans ce schéma-là, et la droite au fond l'a intégré cette idée-là. Mais c'est ça, non mais c'est ça qui est intéressant, parce que pourquoi elle l'a intégré à ce point? Par faiblesse intellectuelle, par faiblesse, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels de droite, comme je le disais, la droite s'est pas beaucoup intéressée aux idées. Alors, il y a depuis les années 2010, 2020, un renouveau de pensée de droite, conservatrice, je ne sais pas quelle est la bonne étiquette, on pourrait en trouver tant d'autres, hein, mais enfin, il y a un renouveau, mais enfin, globalement, longtemps, il y a une sorte d'hégémonie de la gauche sur le monde des idées, et donc il y a une certaine faiblesse à droite. La droite est politiquement peu armée, intellectuellement, philosophiquement, historiquement, pour répondre souvent à la gauche. Ce qui est intéressant, en tout cas, elle est plutôt, avec toutes les variations qu'on a connues depuis 60 ans et autres, elle est plutôt bien armée sur le plan électoral. Elle s'est pas mal débrouillée sur le plan électoral. Mais c'est le paradoxe en effet. C'est que la droite gagnait les élections, mais par ailleurs, dans le monde, dans le monde médiatique, dans le monde de l'éducation nationale, dans le monde de la culture, laisser les idées du progressisme se diffuser, et ce progressisme mettait en accusation la droite. C'est-à-dire que la droite a souvent gouverné, mais en se laissant auto-accuser
diffusée dans des institutions qui sont des institutions publiques, payées par l'argent des contribuables. Oui, les contribuables de droite payent des gens qui crachent sur la droite en permanence. C'est une sorte de paradoxe. Oui, oui. On le voit dans le service public ou autre, enfin, voilà, dans certaines, par exemple, oui, pour cet exemple-là. Et justement, de ce point de vue-là, est-ce que vous en parlez dans votre livre, Jean Sévillia, il y a quand même certains, je ne dirais pas revirements ou retournements, parce que c'est pas un retournement de veste, c'est pas des opportunistes, que ce soit des Finkielkraut ou des Onfray à des degrés divers ou autres, qui viennent de la gauche et qui sont aujourd'hui beaucoup plus réservés sur un certain nombre, on le voit. Et ils écrivent et ils se font évidemment vitupérer. Mais regardez par exemple, je vais prendre un exemple très précis. C'est intéressant d'entendre un Julien Dray aujourd'hui. Et Julien Dray, fondateur de SOS Racisme, vous en parlez il y a 40 ans. Comment vous expliquez cela Je l'explique par le choc du réel. En effet, on a assisté à partir schématiquement de la fin des années 90, et d'ailleurs il y a un essayiste, Daniel Lindenberg, qui avait consacré en 2002 un livre qui s'appelait Le rappel à l'ordre, dans lequel il fustigeait, c'était un homme de gauche, qui fustigeait tous ces gens qui venaient de la gauche, qui se mettaient, selon lui, à tenir un discours conservateur. Alors c'était Finkielkraut, c'était déjà Onfray, c'était etc., etc. Et en fait, je pense que c'est le choc du réel qui a compté, c'est-à-dire que on ne peut pas éternellement dire que l'éducationnel tout va bien quand le niveau de l'école s'effondre. On ne peut pas éternellement dire qu'il n'y a aucun problème sur le plan migratoire quand tout le monde sait qu'il y a un problème. On ne peut pas éternellement dire qu'il n'y a pas d'insécurité en France quand toute femme qui se promène de la rue se sent le soir se sent en insécurité. Donc il y a le choc du réel qui a fait qu'en effet on a commencé à voir à partir des années 2000 des gens qui autrefois étaient à gauche, et le phénomène s'est accéléré. En effet, des gens qui venaient de la gauche, qui tiennent un discours qui n'est plus un discours de gauche. Et Julien Dray en est un cas extrêmement typique. En effet, c'est ce fondateur de SOS Racisme, maintenant, a un discours assez réservé sur le phénomène migratoire, prône un rétablissement de l'autorité, prône un rétablissement d'un certain contrôle, prône la vertu de l'intégration, sinon de l'assimilation. Enfin, c'est un discours, en effet, qui ne tenait pas il y a 30 ans. C'est pour ça que c'est très intéressant. On va inventorier tout ce que vous racontez, enfin tout. Il nous faudrait des heures, mais en tout cas un certain nombre de choses de faits que vous rappelez, et cette espèce de savoir si ce terrorisme-là joue toujours le même rôle ou il est en train d'être, je ne dirais pas détruit, mais ébranlé. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Nous sommes avec Jean Sévillia et nous parlons de la bataille des idées. Très important, disait un certain Gramsci. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Jean Sévillia, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, chez Perrin. Effectivement, un livre à lire parce qu'il raconte très bien l'histoire de quelque chose qui en France quand même reste, et ça c'est plutôt heureux, fondamental, c'est ce choc des idées, comment ça se passe, la mainmise, vous savez, c'est Gramsci qui parlait de la bataille intellectuelle, la bataille des idées qui est tellement importante et qui reste, et c'est plutôt heureux ça. Mais Jean Sévillia, alors justement, par rapport, est-ce que vous trouvez, justement, je vais parler du livre de 2020 que l'on retrouve là et de tout ce que vous avez ajouté, de 13 chapitres que vous avez ajoutés, et c'est pour ça que ce livre est totalement d'actualité et à lire par rapport à la version 2020 que vous avez revue et corrigée. Est-ce qu'on peut dire, et qu'est-ce qui aurait changé entre les batailles des années 45, 55, 60, les Sartre, l'État moderne contre Aron, enfin, etc., qui étaient camarades de Normal, enfin, vous le savez, aussi bien que moi, et les disputes d'aujourd'hui par rapport au sociétal, c'est-à-dire que jusqu'aux années 70-80, disons, à partir du moment où il y a eu l'IVG, la pilule, le mariage pour tous, la manif pour tous, etc., et puis le woke, la cancel culture, etc. Est-ce qu'à votre avis, enfin c'est l'historien que vous êtes, est-ce que les discussions, le ton de discussion étaient les mêmes, maintenant que les sujets ne sont plus complètement les mêmes? Alors, les sujets ne sont plus tout à fait contre les mêmes, en effet.
dans les années 50, 60, 70, on avait des débats politiques et idéologiques qui étaient très forts, mais qui étaient sur l'organisation de la société. En effet, à partir des années 2000, fin des années 90, 2000, ça a commencé avec la question du Pax. On est passé à des débats assez forts. Alors, je sais bien qu'il y a eu le débat sur l'avortement dans les années 70. On a récemment fêté la loi Veil. Mais enfin, c'est revenu très fort. Je pense que c'est un effet induit de la avec retard, mais de la pensée 68. La pensée 68 j'ai érigé l'individu en valeur suprême. Avant mai 68, on pensait que la société, l'individu devait quelque chose à la société. À partir de mai 68, on s'est mis à penser que c'est la société qui doit quelque chose à l'individu. L'individu a la valeur suprême. Dès lors que l'individu devient la valeur suprême, ça veut dire qu'il se construit son propre système de valeurs, sa propre façon de vivre, etc. Et donc, ça découle de cet individualisme philosophique, en fait, découle le comportement sociétal d'aujourd'hui, où chacun va vouloir se construire son système, sa sexualité, son genre, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est assez nouveau dans le paysage des idées, et ça, j'en parlais très peu dans la première édition de mon livre, en 2000, et maintenant c'est devenu un point important du terrorisme intellectuel, parce que quand on est opposant à la pensée dominante sur ce sujet-là, on se fait traiter de tous les noms. Voilà. Ça, c'est nouveau. Il y a d'autres nouveautés par rapport à cette époque. Jusqu'aux années 80-90, on était comme un système assez formalisé sur le plan de l'information, qui était assez. Il y avait les télévisions officielles, les chaînes, les grandes radios. Voilà. Aujourd'hui, le système est complètement éclaté, si vous voulez, et tout le monde a dans sa poche un smartphone qui est à la fois un téléphone, une radio, une télévision et un ordinateur connecté au monde entier, Internet au monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une surmultiplication et même démultiplication des canaux d'information pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, parce que bien, le terrorisme intellectuel a trouvé 500, des milliers de nouveaux vecteurs. Pour le meilleur, c'est parce qu'aussi la pensée qui réagit au terrorisme intellectuel a aussi ces nouveaux canaux. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau. Il y a un éclatement du système. J'ai pas cité les réseaux sociaux qui s'ajoutent à ça, qui est une nouveauté, mais qui joue un rôle tout à fait capital. Voilà. Ça, c'est nouveau. La nouveauté aussi, c'est qu'il y a eu, à partir des années 2000-2010, on a parlé à l'époque d'un moment conservateur. C'est l'époque où un personnage comme Éric Zemmour, avec ses best-sellers, a commencé, puis qui est devenu un personnage médiatique à cette époque. Donc c'était avant qu'il se lance dans la politique en tant que tel, a joué un rôle. Et on a parlé d'un moment conservateur. Il y avait une droite d'idées qui commençait à trouver un espace de liberté, à pouvoir s'exprimer, ce qui n'existait pas auparavant. Voilà, ça a changé. Maintenant, justement, le système du terrorisme intellectuel s'est senti un petit peu menacé. Il était tellement habitué à être seul, au fond, à être en situation de monopole, que le fait d'avoir une opposition l'a raidi. En quelque sorte, ça ne lui a pas plu, et le système s'est raidi. Alors, ce qui met un point très frappant aujourd'hui, que je trouve, c'est une sorte d'accélération de la judiciarisation des débats. C'est-à-dire que pour un mot de trop sur un réseau social ou à la radio ou à la télévision, une phrase qui ne plaît pas aux vigilants, on peut se trouver menacé d'un procès. Parfois, ça ne va pas toujours jusqu'au procès, mais au moins la menace est là. La menace est là. Donc ça, c'est assez nouveau. Il y a une judiciarisation des débats. Il y a aussi ce qui est assez nouveau relativement, parce que c'est la violence. Mais enfin, la violence, ça a toujours existé, la violence politique. Il y en avait au moment de la guerre d'Algérie, il y en avait dans les années 70, ça a toujours existé. Et même, il faut voir à l'enceinte de l'Assemblée nationale les horions et insultes qui s'envoyaient. Bien sûr. Ouais. Maintenant, il y a quand même une violence qui se manifeste sur certains sujets, sur les questions sociétales. Par exemple, il y a deux jeunes femmes qui ont publié l'année dernière un livre pour Transmania, pour mettre en garde sur cette mode du transgenrisme, et les malheureuses se sont vraiment persécutées aujourd'hui. On les avait reçues ici. Voilà. Et donc elles sont victimes de vraies violences. Si elles font une conférence, on menace de saboter la réunion, etc. Voilà. Donc ça ce sont de nouveautés. L'autre nouveauté aussi, c'est que
d'une certaine manière, je le regrette. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de grands intellectuels et même de grands intellectuels de gauche. Si vous voulez, c'est pas que Sartre n'était pas mon ami, mais enfin, il y avait au moins, c'était un homme qui avait une intelligence, une culture. Il y avait un niveau, quand même. Il y avait un niveau. Aujourd'hui, je trouve que le niveau a singulièrement baissé, quoi. Le niveau, c'est aussi le mauvais côté des réseaux sociaux, parce que c'est la petite phrase, c'est le tweet de 240 signes. Le buzz, comme on dit vulgairement. Voilà, c'est comment exprimer une pensée profonde, nuancée sur des problèmes très complexes en 240 signes. Moi, je sais pas. Oui. Donc c'est aussi ce côté inflammable, aller vite, le faire du buzz. C'est aussi le débat d'idées. Malheureusement, normalement, a besoin de recul, a besoin de profondeur et ça. Et de temps. Et de temps. Voilà, de temps. D'écriture et de lecture. Voilà, ouais. Et le système technologique et médiatique actuel ne favorise pas ce temps et ce recul. Alors justement, on va en parler de ce temps et de ce recul parce que en même temps, on voit très bien ce paradoxe, mais encore une fois, je vais revenir sur ce paradoxe, Jean Sévillia, qu'il y avait de grands journaux qui étaient plutôt à droite. Là, on ne parle même pas des politiques et des électorats, et qui justement n'ont peut-être pas joué un rôle. Et justement, je voudrais parler aussi un peu plus de la baisse de niveau, aussi bien chez les politiques que chez les médiatiques, que dans l'élite. Pourquoi ? C'est très intéressant ce qui se passe là-dessus. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Jean Sévillia, Les habits neufs du terrorisme intellectuel aux éditions Perrin. Jean Sévillia, justement, vous énumérez tous ces faits sociétaux qui se passent, qui se sont passés. Je voudrais peut-être parler, on parlait un peu de la baisse de niveau, que ce soit d'ailleurs hors antenne, on en parlait chez les politiques, chez les médiatiques, même il faut dire chez une certaine la classe intellectuelle, toutes tendances confondues. Et vous disiez l'école a joué un rôle non négligeable dans cette termitiérisation, dans cette givaroisation de la pensée. Oui, malheureusement, enfin, il y a beaucoup d'indices, alors ils sont plus ou moins dissimulés, mais enfin, on a des indices qui sont des indices objectifs de la baisse du niveau scolaire en France depuis 30 ans, 40 ans, voilà. Et donc, c'est la baisse de l'orthographe, c'est la baisse de la culture générale, ça s'accompagne avec, si on fait un historique de l'enseignement des matières par matière, les matières de culture générale, on a une réduction de l'enseignement de l'histoire, de la place de l'histoire, on a une réduction de l'enseignement de la littérature, d'ailleurs la littérature dans les petites classes est souvent remplacée, on fait apprendre aux enfants des poèmes un peu stupides, où on les fait travailler sur des textes concrets, je sais pas moi, une notice d'une machine à laver, des choses comme ça. Je plaisante pas, je sais que ça existe. Hein. Oui, non mais. Ah, on fait travailler sur des brochures de machines à laver. J'ai vu ça. Donc, si vous voulez, il y a une baisse générale du niveau. Et cette baisse touche toute la société, quel que soit le niveau social des gens, quel que soit le milieu social à qui elle appartient, tout le monde est touché. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que les élites, je sais pas, le terme n'était pas bon, mais enfin, les élites les culturelles d'aujourd'hui n'ont pas le même niveau d'autrefois, on le sait. Enfin, un bachelier d'aujourd'hui n'a pas le niveau d'un bachelier de 1970, etc. Et donc, cette baisse du niveau touche très profondément les élites, parce que les élites ne sont plus des élites, si vous voulez. Pour parler du milieu politique ou même du milieu journalistique. Enfin, moi, je suis depuis tout à fait 20 ans, donc moi, j'ai connu des grands journalistes dans le début de ma carrière qui étaient des gens immensément cultivés. Je vois bien que dans les jeunes générations, il y en a des gens. Mais enfin, le niveau n'est plus tout à fait le même. Et puis dans le monde politique, c'est quand même très frappant. Il y a une baisse du niveau de culture générale. Mais on étudie aussi, tout ça est lié. Si vous étudiez, beaucoup de politiques sont passés par Sciences Po, puis ensuite vont à l'ENA. Mais à Sciences Po, par exemple, l'enseignement de l'histoire est devenu très réduit aujourd'hui. Alors comment avoir une vision politique au sens noble du terme si on n'a pas une vision historique? Je veux dire, l'histoire explique tout, l'histoire contient tout, sans enfermer dans le passé. Mais enfin, donc le niveau a baissé. Et donc cette baisse du niveau, eh bien, a une incidence sur le langage, sur le vocabulaire qui est employé. Il y a des mots, il y a des mots qui sont plus compris aujourd'hui. Avoir un langage trop riche est un danger, parce qu'il faut simplifier, sinon si on ne se fait pas comprendre. Un objet de méfiance. Un objet de méfiance, voilà. Donc c'est tout un patrimoine commun, je dirais, culturel qui a baissé, si vous voulez.
Jean Jaurès, pour prendre cet exemple, et Jean Jaurès c'est un homme de gauche, c'était pas ma famille d'idées, mais enfin Jaurès c'est un homme qui parlait le latin et le grec couramment, qui le lisait couramment. Oui, c'était un homme d'une immense culture, et en même temps, c'était l'homme qui faisait des meetings devant les ouvriers. Même Léon Blum, le Front Populaire, bien etc. Évidemment, bien évidemment. Voilà. Or, si vous regardez le niveau, voilà, on est passé, si je voudrais être un petit peu polémique, je dirais qu'on est passé de Jean-Jacques Rousseau à Sandrine Rousseau. On n'est pas là sur le même... on n'est pas dans le niveau style. monte, le niveau monte, comme voilà. disait Establé et Baudelot. Oui. Mais oui, c'est assez frappant, ça. Mais alors, comment vous expliquez justement aussi, parce que parlons un peu de ça, qui est le terrorisme intellectuel, mais parlons aussi, comment dirais-je, des gens, je ne dirais pas de votre camp, mais des gens, par exemple, vous parlez aussi de l'Église. Parce que bon, le catholicisme étant sélectionné, on va pas faire l'histoire du catholicisme. Enfin, la France fille aînée de l'Église. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'assez étonnant. C'est par exemple les positions du pape en ce qui concerne un certain nombre de sujets sociétaux ou d'immigration du pape d'aujourd'hui. Et on assiste à un silence presque assourdissant de la hiérarchie cléricale, pour ne parler que de la France, de la hiérarchie catholique par exemple, à part quelques exceptions effectivement. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, est-ce que c'est encore la sidération où on reste dans le camp du bien ? Dans le cas du pape, je ne saurais pas l'expliquer, je le laisse expliquer lui-même, et puis je respecte au moins sa fonction, pas toujours le personnage, voilà. La hiérarchie ecclésiale aussi, je suis pas là pour la commenter. Ce que je sais, c'est qu'il y a une sorte de décalage chez les jeunes catholiques qui ont une attente de spiritualité, de foi et de pratique, et souvent beaucoup plus exigeante que celle de la hiérarchie. C'est un paradoxe, voilà. Et un pèlerinage de Chartres qui réunit à la Pentecôte chaque année 20 000 jeunes, presque des gamins, est aussi aujourd'hui pas très bien vu par la hiérarchie, parce que c'est un pèlerinage où se pratique la messe en latin. Alors il y a un paradoxe, c'est la jeunesse qui aujourd'hui penche dans le sens de la tradition, et la hiérarchie freine, on a l'impression. Bon. Ça, c'est les grands courants de l'histoire, mais c'est justement, c'est là où c'est assez, ce sont des signes d'espoir aussi, que je pense qu'on voit le vide crée non pas l'appel du vide, ça peut pousser au vide, mais c'est aussi, on a envie de remplir ce vide, voilà. Donc il y a tout un besoin, il y a aussi toute une jeunesse. Pour contrebalancer ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une jeunesse qui réfléchit, qui pense, qui réagit, qui cherche à se former, alors avec les moyens d'aujourd'hui. Mais enfin, moi, je fais un livre qui est un livre d'alerte pour alerter contre le terrorisme intellectuel, mais je suis pas un homme désespéré. Si j'étais désespéré, je cesserais d'écrire et je me retirerais sur mon Aventin et à faire des mots croisés. Je crois que le combat n'est pas perdu. Il y a des jeunes qui croient en la France, il y a des jeunes qui croient en la société, et encore une fois, ce n'est pas pour enfermer ça dans un... Moi, je suis un homme de droite, mais c'est pas pour enfermer ça sur le clivage gauche-droite, parce que il y a beaucoup de gens de gauche qui sont paumés aujourd'hui, qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui a lâché dans la société, qui ont envie d'ordre, qui ont envie d'autorité, qui ont envie qu'on puisse se sortir dans la rue sans risquer de se faire détrousser ou pire. Il y a un besoin de ressaisie de la société, de ressaisie des fondamentaux de fonction de la société qui traversent tous les camps. Et alors justement, qu'est-ce que vous inspire enfin, encore une fois, c'est pour ça que les notions de gauche et de droite ont besoin d'être, à mon avis, secouées aujourd'hui ou essorées, pour le moins, parce que vous inspire l'exemple, par exemple, encore une fois, et je ne les prends pas comme modèle, d'un Poutine qui ramène l'église orthodoxe au milieu du village, que vous inspire et qui part du woke et de la cancel culture dans la moitié de ses discours, faisant écho à un Trump qui aujourd'hui aussi appelle la religion, Dieu, etc. Et en même temps dit ça suffit, je ne subventionne plus un centime aux enseignements woke dans les universités, et qui renvoie, on l'a vu encore avec la Colombie hier, en disant vous avez 1 heure pour reprendre aux immigrés, sinon il va se passer des choses au niveau de la douane, au niveau des visas, au niveau du commerce extérieur, etc. Et en 1 heure, il obtient gain de cause. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Javier Milei en Argentine? Je prends exprès les politiques, etc. Que Bukele au Salvador, sur le fait qu'il dit bon, mais ça suffit maintenant, les narcotrafiquants, ça va, c'est fini, etc., etc. Est-ce que ça signifie pour vous, justement,
que c'est peut-être déjà comment dirais-je, un équilibre différent par rapport à ce terrorisme intellectuel qui est aussi politique, il faut le dire, parce que on peut pas séparer les deux. Oui, il y a une tectonique des plaques qui joue dans le monde des idées, dans le monde politique, dans le monde géopolitique, qui est discrète, mais qui joue, en effet. Il y a une sorte de décalage entre les attentes des peuples et la réalité de ce que sont les théoriquement élites politiques et socioculturelles, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des pays, en effet, où les choses bougent sur ce plan-là. Alors en France, tout est un peu bloqué, puis bloqué par le système politique. Et pourquoi c'est bloqué en France comme ça? C'est ce blocage que vous avez décrit dans votre livre, mais c'est pourquoi c'est aussi bloqué en France aujourd'hui? Enfin, en tout cas... Alors d'abord, en France, on a un problème qui est historique, c'est que dans terrorisme, il y a le mot terreur. Et terreur, ça nous rappelle 1793. Je veux dire, il y a la gauche en France, alors là, pour le coup, j'ai un propos engagé, un peu, pas ça, mais la gauche en France... Je vous en prie, vive les opinions. La gauche en France traîne avec elle un héritage qui vient de la Révolution française. La Révolution française porte, contrairement à ce qu'on croit, une vision qui n'est pas une vision, à mon avis, pacificatrice. Elle contient cette idée qu'au fond, il y a des bons citoyens et des mauvais citoyens. Les bons citoyens sont ceux qui sont du bon côté de la balance, et les autres, eh bien, au fond, il faudrait les écarter, les éliminer. Alors, en 1793, on les écartait par la guillotine, on leur coupait la tête, c'était simple. Aujourd'hui, on veut les écarter par le vote, par la politique, en les chassant de leur bloquant leur ascension professionnelle selon le milieu où ils sont. Voilà. Donc, nous, on est un pays. Si je poussais un peu loin, je dirais qu'on est un pays de guerre civile, la France, malheureusement. C'est un pays qui... Ah oui, carrément. Ouais. Oui. Alors, Dieu merci, pas tous les jours, mais enfin, on est un pays où la violence politique... Nous sommes un pays qui n'aime pas la réforme, qui n'aime pas réformer, et c'est un pays où tout débouche par la révolution, par la force. Et donc, la gauche chez nous a cette idée-là très, très, très fort. C'est le camp du bien dont parlait Philippe Muret. Il y a des gens qui sont persuadés d'accorder mais Jean Sévillia, avant la révolution, quand même, du temps de la monarchie, vous aviez aussi les serfs et les gueux, qui étaient traités comme des chiens, quoi. Oui, enfin, faudrait. On va pas faire tout à fait ça, mais quand même. Non, bien sûr. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Je voudrais juste dire, je crois que nous avons Claudia qui est en ligne. Bonjour Claudia. Oui, bonjour. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit votre invité. Jean Sévillia, oui. Oui, avec Jean Sévillia, complètement. Et ce que je voulais dire et évoquer, c'est la perte des valeurs aussi. Et donc aujourd'hui, c'est un travail vraiment formidable, une mise en perspective de l'évolution de la pensée entre guillemets terroriste du bien pensé, du politiquement correct, d'accord, dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, on sent bien que ça n'a plus cours. Regardez, la gauche qui aurait dû normalement défendre des valeurs de paix et de sociétale, eh bien, ils ont dit OK à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, par exemple, l'Europe, on nous a vendu l'Europe justement de la paix et de la prospérité. Bon, je ferme vite la parenthèse. Donc, ce que je veux dire, gauche-droite aujourd'hui n'a plus, à mon sens, vous savez, puisqu'on vous dit que si vous vous opposez à quelque chose, alors maintenant, vous allez voir qu'on va plus être des complotistes, mais on va être des trumpistes maintenant. Vous voyez? Bon. Qui va être une insulte, c'est ça? Presque, pratiquement. D'accord. Donc c'est vrai qu'il commet certains excès de langage, d'accord, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, il y a cette perte fondamentale des valeurs et ce non-raccordement vers l'unité et l'être global que nous sommes dans une pensée d'ouverture, je dirais, voilà. Merci Claudia. Nous allons juste faire petite pause et on se retrouve avec plusieurs personnes. On nous appelle et on se retrouve juste après cette petite pause. Dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Oui, Maud, je crois que nous avons... Vous avez deux appels en attente, dont un Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour.
En fait, j'avais une question, c'est si on n'arrive pas à avoir de réponse politique aujourd'hui à ce terrorisme qui s'incruste, on va dire, intellectuelle, est-ce que c'est pas parce qu'il nous manque une offre politique? C'est-à-dire que si on trace une croix en disant j'ai la droite, la gauche, j'ai le mondialiste et on va dire le plus nationaliste, est-ce qu'il nous manque pas un cadran où c'est qu'on aurait une gauche nationale qui soit plus essentialiste, c'est-à-dire on optimise nos institutions, nos organisations, on va dire au niveau du service public, et on se ramène à ramener l'essentiel, l'hôpital, les choses, la sécurité. Le régalien, oui. Voilà, tout à fait, et bien sûr on reste tourné vers l'économie, et on va dire les gens qui vivent de l'industrie et restent attractifs. Mais on n'a pas d'offre dans ce cadre-là. Oui, Jean Sévillia, c'est pas votre domaine, la politique, vraiment. Mais enfin, vous êtes un citoyen, un animal politique comme nous tous. Est-ce qu'il y a un manque d'offres aujourd'hui? Il y a un manque d'offres, oui, souvent. C'est-à-dire que très souvent, les partis sont occupés par des questions court-termistes. Moi, je trouve qu'on manque d'un discours politique, qui soit un discours politique au sens noble du terme, s'il s'occupe des vrais enjeux du pays, les enjeux à long terme, les enjeux géopolitiques, les enjeux réels, non pas à savoir qui va gagner les prochaines élections. Ça n'est pas sans incidence, évidemment, mais enfin, on est confronté à des problèmes démographiques, économiques, aujourd'hui, qui sont des problèmes qui engagent l'avenir de toute notre société. La question, je viens de citer le mot démographie, par exemple, mais la démographie française chute vertigineusement. Ça a une incidence considérable sur le plan économique, sur le plan des retraites, sur le plan de notre puissance potentielle. Je veux dire, un pays qui a moins d'enfants, c'est un pays qui perd sa place, dont la place diminue mais personne n'en parle. Tout le monde se fiche de la démographie, parce que de toute façon, la démographie, c'est des courants longs, lents, c'est très complexe. Alors, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est essentiel. On se fiche du long terme, et c'est assez grave. Un deuxième appel de Philippe de Caen. Oui, bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour M. Sévillia. J'ai deux justes remarques. Que pensez-vous, M. Sévillia, de la situation générale de la formation des écoles de journalisme et des modes de pensée des enseignants intervenants et leur idéologie? Si on prend des gens qui pourraient intervenir, c'est un exemple, comme Laurent Geoffrin ou Edwy Plenel, pour moi ce sont plutôt des ayatollahs gauchistes et wokistes, des obligés de dîner en ville, c'est pas terrible. Ça c'est une première chose. Et seconde chose, que pensez-vous de la dépendance financière des différents journaux ou radios classés, on va dire, à gauche, dans la bienséance que tous les Français paient à travers leur propre impôt. Leur redevance, oui. Oui, alors, sur les écoles de journalisme, elles sont, sauf une ou deux, elles sont toutes massivement orientées dans le sens progressiste. Ça fait partie du petit catéchisme qui est enseigné obligatoirement. Et on sait que à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, par exemple, on fait une enquête sur ce que les choix des élèves journalistes. Or, on a des scores pour Mélenchon, par exemple, qui sont des scores considérables. Voilà. Donc des scores presque soviétiques. Oui. Donc, les écoles de journalistes forment des journalistes qui sont de gauche. C'est comme ça. Voilà, ça fait partie de ce système-là. Il y a des écoles indépendantes, mais on peut réussir dans le journalisme sans avoir fait d'école de journalisme. Par exemple, moi, je n'ai jamais fait d'école de journalisme, donc c'est un métier dans lequel on peut entrer par d'autres portes. Voilà. L'autre question, c'était évidemment la dépendance financière. La dépendance financière, c'est-à-dire que disons que l'argent public sert beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de médias publics, sont des médias mainstream, et donc la gauche profite largement, le milieu progressiste profite largement de l'argent public parce qu'ils ont des canaux qui sont payés de toute façon par les contribuables, voilà. Tandis que les canaux, je dirais plutôt en réaction contre le terrorisme intellectuel, sont plutôt des canaux privés où là il faut trouver des fonds.
Oui, sauf que, comment vous expliquer? Je vais avoir que beaucoup de canaux privés tenus par des milliardaires, et pourquoi pas, c'est pas le problème, mais ont des subventions d'État, donc des contribuables, tout à fait intéressantes, de l'ordre de 16 à 20 millions, et vous le savez. Ah, oui, bien sûr. Le problème, c'est que la presse, ça coûte cher, c'est déficitaire. Voilà. Donc, soit on a des fanzines, enfin des tout petits journaux qui sont totalement libres, mais qui ont une diffusion très limitée. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la presse n'est pas une activité économique rentable. C'est vrai, mais alors justement, ça amène le terrorisme. Est-ce que cette presse-là, un peu brutalement, je dis, n'est pas en train de mourir? Est-ce que ce n'est pas, avec ses avantages, ses inconvénients, pour le meilleur et le pire, un certain journalisme citoyen dont on parle, qui est en train de naître? Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin, évidemment, d'experts. Il ne s'agit pas d'accepter que n'importe qui dise n'importe quoi. En tout cas, il peut le dire, mais c'est pas ça qui fera, effectivement, avancer l'intelligence et la compréhension. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une certaine presse, quelle qu'elle soit, de gauche comme de droite, qui a passé son temps à dire, ou à mentir par omission, ou à ne pas vraiment aller au fond des choses, qui est en train justement de payer le tribut de ces mensonges par omission? Oui, c'est certain. D'ailleurs, dans toutes les enquêtes d'opinion, le crédit apporté aux journalistes, aux médias, est très très faible, malheureusement. Ça, je le déplore, mais c'est le résultat, en effet, du fait que le système médiatique n'a pas collé à la réalité, et que beaucoup de citoyens français, du coup, s'en détournent. Maintenant, sur le journalisme citoyen dont vous parliez, moi, je n'ai rien contre, mais enfin, il faut aussi... c'est un métier, le journalisme, vous voyez, ça s'apprend aussi. Je veux dire, n'importe qui ne peut pas s'improviser du jour au lendemain journaliste, de même que n'importe qui ne peut pas s'improviser du jour au lendemain analyste géopoliticien, analyste économique, etc. Mais il faut faire attention à ce que le journalisme citoyen ne vire pas au café du commerce, si vous voulez. Vous voyez, il faut aussi des compétences. C'est clair. Non, le vrai problème, c'est que je crois que le journalisme à expérience peut profiter, mais je crois qu'il ne faut pas écarter, disons, les informations qui arrivent peut-être en vrac. C'est à nous de partager le bon grain de livret au vrai sens du terme. Et je crois que, honnêtement, vous savez très bien que sans les réseaux sociaux, nous n'aurions pas eu connaissance d'un certain nombre d'ensauvagements, de preuves d'ensauvagement, etc. Je suis tout à fait pour, mais d'ailleurs, franchement, je crois que ce serait un mauvais procès. Enfin, en général, tous les groupes de presse sont très sensibles aux réseaux sociaux et ils savent qu'il y a tous les sites de presse ont leur propre site sur lequel les lecteurs écrivent et les journaux sont les rédactions sont sensibles à ce qu'on leur écrit. Hein. À condition qu'elles soient vraiment libres. Bien sûr. Tout le problème est là. Et dernière question, Jean Sévillia. Alors, on combat le terrorisme intellectuel par un contre-terrorisme intellectuel ou on combat comment? On combat par la vérité, par la raison, par la vérité. Il ne s'agit pas de répondre à un mensonge par un contre-mensonge. Non, on combat la vérité par la vérité. Le mensonge, on combat l'erreur par la vérité. Donc, ça suppose beaucoup de travail, ça suppose du temps, de la réflexion, des lectures, de vérifier les chiffres que l'on donne, de vérifier ses sources, d'être honnête, d'essayer de ne pas être partisan, même si on a ses choix propres. C'est un exercice pas facile, mais je crois que c'est celui qui est nécessaire. Absolument, et vive la difficulté. Je rappelle, Jean Sévillia, les habits neufs du terrorisme intellectuel. C'est très bien, c'est une bonne... on serait rare que vous soyez pour, que vous soyez contre, que vous ayez des idées différentes. Ce sont de bonnes armes qu'il faut fourbir, parce que le travail va être long, les batailles aussi. Merci. Merci. Et si vous souhaitez réécouter cet entretien, on vous rappelle que vous pouvez l'écouter comme tous les autres podcasts sur le site internet de Sud Radio, sur YouTube, sur Spotify. Réécoutez tous ces entretiens, partagez et parlez-en autour de vous, bien sûr. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et à demain. Et à demain.